Bonjour, donc je suis Odile Barral et je suis venue avec un mail à la Couache pour vous parler du collectif Enfance 31. En ce qui me concerne, je suis magistrat, mais à la retraite depuis 1 an, et membre du syndicat de la magistrature depuis mon entrée dans la magistrature, et où j'ai exercé des responsabilités nationales, et j'ai toujours été très engagée au syndicat de la magistrature. Donc nous allons vous présenter à deux voix un peu ce qu'on a essayé de faire dans ce collectif, qui est né début 2015, de la volonté de plusieurs syndiqués, de différents syndicats, et surtout de professionnels aussi de nature différente, donc SUD, CGT, le SNPE-SPJ, donc des gens de la protection judiciaire de la jeunesse, du ministère de la Justice, le syndicat de la magistrature, donc, et également le syndicat des avocats de France. Ce collectif, il est né de la volonté de ne pas en rester à la consternation et à la sidération devant les réponses données à l'époque, et toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais bon, je parle de 2015, à l'enfance en détresse. Au tribunal pour enfants, étant membre du syndicat de la magistrature, je ne pouvais que constater une situation insupportable, manque de place pour les placements, délai d'attente invraisemblable pour les prises en charge éducatives, en assistance éducative, mais aussi en soins, absence de réponse pour des mères victimes de violences conjugales, impossibilité d'hospitalisation pour les mineurs, manque de classes ou de réponses adaptées dans l'éducation nationale ou dans le médico-social. Et au-delà de cela, cloisonnement entre les différents secteurs, asphyxie des professionnels, qu'on pouvait rencontrer dans nos cabinets, par des exigences toujours plus nombreuses d'évaluation de procédures complexes dans lesquelles ils semblaient perdus. Dans le même temps, nous avons entendu un discours institutionnel inacceptable, notamment des responsables à l'époque du conseil départemental, qui était « c'est ainsi, on n'y peut rien, on n'a pas les moyens, il est inutile du côté des juges des enfants d'espérer mieux ». Je précise que ce discours institutionnel a changé. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais au moins on n'a plus entendu ce type de choses. Dans ce collectif, on a été vite rejoint par des partenaires tels que la Ligue des droits de l'homme, et dès le départ, il a toujours été entendu que venaient qui voulaient au collectif, notamment des personnes à titre individuel, pas forcément des syndiqués, parce qu'il s'agissait d'abord d'un lieu d'échange, de partage d'expériences de professionnels venant d'horizons divers, donc du social, du judiciaire, mais aussi du soin, de l'éducation nationale, ça peut arriver à certains moments. Et ces professionnels, constatant d'abord qu'ils se connaissaient peu, savaient très peu des difficultés des uns des autres, l'idée fondamentale du collectif, c'était d'abord de ne pas recréer du cloisonnement en se limitant à un seul aspect, donc de ne pas s'enfermer par exemple sur les problématiques uniquement de protection de l'enfance, et d'essayer toujours d'être en lien avec les questions parallèles de la prise en charge en soins, en éducatif, du côté de l'éducation nationale, etc. Parce qu'un enfant, il peut être en danger essentiellement en raison de l'impossibilité de prise en charge thérapeutique, et pas forcément de sa situation sociale ou familiale, ou il peut être en danger parce qu'il n'arrive pas à le scolariser dans un lieu où il serait possible d'avoir sa place comme tout enfant. La difficulté, c'était évidemment de ne pas rester à ce simple constat, de n'être pas seulement un lieu de partage de mal-être, ce qui évidemment nous a quand même occupés, mais de créer une dynamique faisant entendre notre alarme. Donc nous avons entrepris des démarches très institutionnelles, on peut dire, en essayant d'interpeller les différentes tutelles, par des courriers demandant la tenue d'états généraux de l'enfance, qui nous semblait justement un lieu où les gens pourraient échanger au-delà des différents champs. Nous n'avons jamais eu de réponse du côté du département, pas plus que d'ailleurs que de la direction de la PJJ. L'ARS que nous avions sollicité nous a reçus 2 fois pour schématiser, la première fois pour nous dire que tout allait bien et qu'on voyait mal les problèmes, la deuxième fois pour dire que oui, effectivement, il y avait quelques soucis, mais ça allait progresser. Nous avons aussi interpellé des députés, par l'intermédiaire d'ailleurs de l'une d'elles. Nous avons même rencontré la précédente ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'était un peu surréaliste, on va dire, mais ça nous a permis de continuer à expliquer que, notamment, les mineurs délinquants, ça peut être aussi des enfants en danger. C'était important d'expliquer à la ministre de la Justice. Devant le silence du conseil départemental, notamment, nous avons organisé plusieurs conférences de presse, fin 2015, 2016, 2017, et puis finalement, plusieurs rencontres d'échange. Je vais vite parce que c'est beaucoup de choses importantes à dire. Un premier forum en novembre 2018 qui était intitulé « La protection de l'enfance, un parcours d'obstacles ».
et qui avait pour sous-titre « La protection de l'enfance à un angle mort des politiques publiques », tout cela avec des points d'interrogation. Le deuxième forum portant sur les droits de l'enfant à l'épreuve des réalités. Dans les deux cas, beaucoup de monde est venu, nous a permis de mesurer les besoins. Ensuite est arrivé le Covid, il a fallu faire un web forum autour de la question des mineurs isolés. Et en 2021, un forum sur la réforme du Code de procédure pénale. Ces espaces ont été l'occasion pour les professionnels d'exprimer des réalités vécues, la souffrance au travail, les impasses et les parcours d'obstacles pour les jeunes et les familles. Ils permettent de voir aussi que la logique est la même partout, que si le professionnel est en souffrance, ce n'est pas de son fait, mais en raison de la situation impossible dans laquelle on le place et des injonctions contradictoires subies et des conflits éthiques qui en découlent. On retrouve la question de la perte de sens que vous avez évoquée tout à l'heure. Le collectif s'est associé à des mobilisations particulièrement fortes existant autour des mineurs non accompagnés, avec le collectif Autonomie. Nous avons essayé aussi d'avoir des liens avec l'équipe du Centre départemental de l'enfance et la famille, le CDUF, qui est certainement un des lieux du département où les professionnels sont en grande difficulté. Et on peut dire que d'une manière générale, autour du judiciaire, magistrats, avocats, services habilités, des liens très forts se sont faits, et ça a été plus compliqué avec les professionnels du soin et de l'éducation nationale. Évidemment, depuis 2015, le noyau des fondateurs, entre guillemets, a évolué. Il reste une équipe, petite équipe, qui a pu créer des liens importants qui nous permettent de faire face à une situation qui reste en elle-même, comme vous le savez tous et toutes, des plus alarmantes. Je passe la parole à Amel. Merci. Alors effectivement, ce petit historique, pour vous remettre en contexte, de comment est-ce qu'on a pu trouver des espaces pour proposer des choses de discussion, de réflexion et d'action. L'axe de la transversalité est un axe fort dans ce collectif, puisqu'effectivement, comme vous le disiez Odile, il s'agit d'un regroupement de professionnels de différents secteurs et de différentes professions, parmi lesquels évidemment des éducateurs, psychologues, enseignants, mais aussi journalistes, avocats, juges, ce qui permet de créer cette dynamique donc de transversalisation de la question de l'enfance. Alors la question, tout de suite on a essayé de trouver cet espace, quelque chose de commun entre nous dans cette transversalité. Notamment tout de suite ce qui est apparu, c'est la question du sens, de la perte de sens, on en a parlé à plusieurs reprises. Et donc ce travail au sein des forums nous a permis de partager une élaboration sur des questions essentielles de notre travail, notamment autour de la question des mots et des effets directs de ces mots sur notre pratique quotidienne, autour du sens qu'ils revêt. Donc on a entendu à l'hôpital la question des nouveaux termes, donc disait Anne, la gestion des flux, le transport des paquets, etc. Donc on a pu repérer de nombreux glissements sémantiques qui révèlent des mutations des systèmes des valeurs de pensée dans le champ du travail social, de la santé et également de la protection de l'enfance. Donc les mots ne sont jamais neutres ni purement informatifs, ils produisent des effets sur nos façons de penser et d'agir le réel. Certains mots disparaissent, on le sent bien, au fur et à mesure de nos pratiques professionnelles sur une carrière, comment le changement et les mots apparaît très vite, sur l'espace de 10 ans de carrière, on voit le glissement sémantique. Certains disparaissent et d'autres se propagent, en les employant, nous légitimons à notre insu ce que nous combattons. Donc, au sein du collectif, on a beaucoup réfléchi sur cette question et nous sommes déterminés à interroger l'apparente innocence des mots et leur supposée évidence, à décortiquer leur sens, à révéler d'où ils viennent, l'idéologie et les intérêts dont ils sont porteurs, à construire la résistance à ceux qui nous asservissent et la réhabilitation de ceux qui nous émancipent. Donc comment faire? Comment agir dans ce collectif? Comment s'y prendre? Qu'est-ce qui s'est passé aussi, puisque ça s'est construit vraiment à notre surprise aussi. Au départ, en 2015, lorsqu'on se regroupe, le collectif, nos rencontres s'organisent un peu sur différents registres, à la croisée de différentes cultures, culture institutionnelle, associative et militante.
Au fur et à mesure, un esprit de rencontre assez hybride est né, hein, donc ça a nécessité beaucoup de temps. On a beaucoup souligné la question de la temporalité dans la création de l'espace commun et surtout dans les questions de transversalité. Donc beaucoup de temps pour construire les choses entre les personnes, puisque ce collectif également, la question aussi de la rencontre entre les personnes qui composent ce collectif. Chacun a sa place. Nous avons essayé de construire une histoire de notre groupe au travers des actions menées ensemble, mais aussi au travers d'anecdotes entre nous qui nourrissent par là même les actions. Alors c'est laisser le temps de la rencontre autour de moments de convivialité. Dans ce collectif, il n'est pas possible d'organiser une réunion sans apporter à manger et à boire. C'est ainsi que petit à petit est apparue la joie de se voir, la joie de se revoir. Alors que nous avions inscrit en nous, dans nos pratiques militantes, que ce soit des manifestations jusqu'aux grèves, en passant par justement certaines réunions de militants, qui nous a toujours semblé que le militantisme s'entretenait avec des affects aussi particuliers que divers, qu'il était difficile d'associer à la joie. Et oui, le militantisme n'est pas souvent traversé ne va pas souvent de soi traversé par la joie. Il y a une part d'obligation quasi scolaire dans le travail militant, qu'il s'agisse d'une association, un syndicat, d'un parti, avec la prise d'une énergie inconsidérable, vous le savez, nous sommes tous partagés, traversés par ce sentiment-là. Et on puise donc dans une source qui souvent s'assèche bien vite, à la mesure du temps investi face à des situations toujours plus insoutenables. Alors faire du lien, donc au sein de ce collectif, semble être une des perspectives de contrebalancer cet épuisement général, autour aussi, que ce soit professionnel ou du militantisme. Donc c'est se retrouver, s'entendre, rire, entre autres, pour retrouver un peu de force face à l'ingratitude possible du travail militant. Puisque nous avions fait parfois le constat, dans le point de départ, le constat simple que non moins déprimant que nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre dans nos expériences de lutte, à ce moment où, au lieu de nous libérer, elle nous enferme. Donc elle nous rend triste, elle nous stresse, et pire que tout, nous avons le sentiment de ne pas être à la hauteur de cette lutte. Alors il s'agit de créer des réseaux, des lieux de convivialité, des amitiés. Donc le militantisme joyeux est donc posé comme résolument en prise avec des contextes locaux, donc des rencontres à notre échelle, et non une vision d'ensemble de la société, et donc arrimé à un assemblage de personnes et d'affects. Il jaillit de la capacité à s'ouvrir au pouvoir collectif issu de ces affects, ce qui serait une manière peut-être aussi de neutraliser les rapports de pouvoir qui existent au sein des rapports sociaux. Il s'agit alors donc de relations, de soins, donc d'affect et de puissance collective. Puisque le militantisme repose d'abord sur des liens interpersonnels, concrets, faits d'affect et d'une parole qui circule. Merci.